Quand on débute dans l'investissement, c'est pas toujours très simple de sélectionner les outils qui vont correspondre à notre situation personnelle. Déjà, la première difficulté qu'on peut rencontrer quand on débute, c'est déjà de comprendre ces différents outils et de marquer un vrai différentiel entre tous ceux qui vont pouvoir se présenter à toi pour sélectionner celui ou ceux qui vont répondre le mieux à tes exigences personnelles et à tes objectifs personnels. Donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur deux outils que tu seras amené à rencontrer si jamais tu veux investir durablement sur les marchés financiers. Et le premier, ça va être le PEA, donc le plan d'épargne en action, avec une comparaison notamment avec le compte titre qu'on appelle aussi CTO en anglais. Tu pourras retrouver ce terme sur Internet. Donc déjà, qu'est-ce qu'un PEA? Un PEA, je te l'ai dit tout à l'heure, ça veut simplement dire plan d'épargne en action, et c'est donc un produit financier qui va te permettre de pouvoir investir dans des entreprises françaises ou européennes en échange d'une fiscalité qui va pouvoir être avantageuse pour toi. En général, on a deux grosses catégories de PEA différents. On a des PEA dits classiques, soit des PEA type classique bancaire si c'est vendu par exemple par une institut bancaire, ou un PEA dit d'assurance si c'est vendu par une compagnie d'assurance. Dans les deux cas, ça va te permettre donc d'investir dans des entreprises françaises et européennes, mais avec un plafonnement de liquidité qui va être plafonné à 150 000 euros. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ouvrir un PEA limité à un PEA par personne, par individu, donc tu ne pourras pas en ouvrir 50, mais tu seras bloqué à 150 000 euros. Au-delà de 150 000 euros, tu ne pourras plus investir plus d'argent, tu ne pourras pas déposer plus de liquidité sur ton PEA, mais par contre, en effet, ton PEA, il pourra grossir au-delà de 150 000 euros. C'est le but. C'est-à-dire que si tu investis, je ne sais pas, 150 000 euros et que ton patrimoine se développe, que les entreprises dans lesquelles tu as décidé d'investir marchent correctement et qu'à la fin, ton portefeuille vaut 300 000 euros, en effet, tu auras gagné de l'argent, ce qui est quand même le but. Mais tu ne seras pas bloqué là pour le coup au niveau de la croissance de ton portefeuille. C'est juste que à partir de 150 000 euros d'argent directement investi de ta poche, tu seras plafonné, tu ne pourras plus déposer plus de capitaux à l'intérieur. Ensuite, on va avoir, donc là c'est les PEA classiques, soit bancaires, soit finalement d'assurance, et on va avoir aussi une autre catégorie de PEA qu'on appelle le PEA PME, donc petites moyennes entreprises. C'est à peu près similaire avec le PEA classique, sauf que tu auras d'autres choix. Tu pourras investir sur des petites et des moyennes entreprises françaises ou européennes. Et l'avantage de ce PEA, c'est que pour le coup, tu ne seras pas plafonné à 150 000 euros, mais plutôt à 225 000. Avec la loi Pacte, il y a eu quand même quelques changements. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et sur les deux cas, tu auras une fiscalité qui va pouvoir être avantageuse, et je t'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu ne pourras pas ouvrir plus de un PEA classique par personne. Donc si toi tu veux ouvrir un PEA bancaire ou d'assurance, tu pourras en ouvrir un, ça pose aucun problème. Tu pourras également aussi ouvrir un PEA PME. Donc tu peux avoir un PEA classique, un PEA PME, mais tu ne pourras pas ouvrir 3 PEA PME et puis 3 PEA classiques. Donc c'est un PEA classique, un PEA PME. Tu peux même ouvrir juste un PEA classique sans un PEA PME, mais voilà, en tout cas, tu peux ouvrir un de chaque, mais tu ne pourras pas en ouvrir plus. Ça, c'est un point super important. Finalement, qui peut décider d'ouvrir un PEA? Donc là, finalement, toutes les personnes ont la capacité d'ouvrir un PEA ou un PEA PME, ça pose aucun problème. Il faut simplement que tu sois majeur, il faut que tu sois résident fiscal français et que tu sois également aussi de nationalité française. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autres prérequis, tu pourras ouvrir un PEA sans aucun problème. Au niveau de leur fonctionnement, les PEA fonctionnent de manière similaire. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir un PEA, que ce soit chez Fortunéo, chez Boursorama ou peu importe, en fait, on va t'ouvrir deux comptes. Tu vas avoir un compte espèce dans lequel tu vas déposer en fait ton argent au départ, tes liquidités, tes euros. Et puis tu vas avoir ce qu'on appelle à l'intérieur un compte titre qu'on sera amené à évoquer ensemble un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc en fait, tu vas avoir deux comptes. Le premier compte espèce qui va recevoir tes liquidités et qui va te permettre après d'acheter des entreprises françaises et européennes, et ces portefeuilles d'entreprises françaises et européennes seront directement stockés sur ton compte titre au sein de ton PEA. Et puis si après tu souhaites vendre certaines de tes entreprises françaises ou européennes, on va transformer les actions qui sont présentes dans ton compte titre et on va les transformer en liquidités qu'on va venir créditer directement sur ton compte espèce. Donc c'est juste pour faire le lien entre les deux. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tes liquidités du coup seront présentes sur ton compte espèce.
Le versement des dividendes, si jamais tu investis dans des entreprises qui vont te verser les dividendes, ça va être crédité non pas sur ton compte titre, mais directement dans ton compte espèce. Donc voilà, c'est ce qui va te permettre en réalité de faire les manipulations que tu souhaites. Si par exemple, quand tu reçois des dividendes, tu veux les réinvestir pour les placer dans des nouvelles entreprises, racheter des nouvelles entreprises françaises et européennes, tu pourras le faire. Mais voilà, ce sera clairement pas obligatoire. Il y a un point quand même qui est extrêmement important à maîtriser si jamais tu souhaites ouvrir un PEA, c'est tout ce qui va être lié à la fiscalité. Ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est vraiment la barrière des 5 ans, c'est-à-dire qu'en deçà de 5 ans, si tu ouvres ton PEA, que tu investis sur ton PEA, considère déjà à la base que ton argent va être bloqué pour au minimum 5 ans. Parce que les avantages fiscaux et tous les avantages en fait que tu peux avoir avec le PEA vont pouvoir être mis en place au-delà de cette période de 5 ans. En deçà, tu vas devoir payer tes impôts comme un compte titre classique, on en parlera un petit peu plus tard. Tu seras sujet au PFU, donc au prélèvement forfaitaire unique, qui est composé à 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Donc, en gros, en deçà de 5 ans, si tu ouvres ton PEA et que tu souhaites retirer de l'argent de ton PEA avant 5 ans, ça va entraîner la clôture pure et simple de ton PEA et toutes les plus-values vont être sujets au prélèvement forfaitaire unique qui sont composés de 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Au-delà de 5 ans, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vas pouvoir retirer de l'argent de ton PEA et tu ne seras plus sujet à l'impôt sur le revenu, tu ne seras uniquement sujet aux prélèvements sociaux, donc les 17,2% de prélèvements sociaux. Et les rachats, donc ce qu'on appelle un rachat de PEA, c'est tout simplement le fait de retirer des liquidités sur ton PEA, de retirer de l'argent de ton PEA. Donc tu peux faire un rachat par exemple partiel de ton PEA après la période de 5 ans, ça ne va pas entraîner la clôture de ton PEA, tu n'auras pas besoin de déverser de l'argent pour l'impôt sur le revenu, mais uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Je vais me répéter parce que je sais que c'est un petit peu compliqué quelquefois. Donc avant 5 ans, si tu retires de l'argent, donc si tu fais un rachat partiel ou total, donc si tu retires une partie de l'argent qu'il y a sur ton PEA ou la totalité de l'argent sur ton PEA, ça va entraîner la clôture pure et simple de ton PEA et tu devras payer le prélèvement forfaitaire unique qui est composé de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% d'impôts sur le revenu. Et au-delà de 5 ans, tu peux faire un rachat partiel, par exemple, des liquidités qui sont présentes sur ton PEA. Ça ne va pas entraîner la clôture de ton PEA. Tu ne devras pas payer l'impôt sur le revenu. Tu ne devras uniquement payer que les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc d'où l'aspect fiscalité qui reste quand même plutôt intéressant avec le PEA. Maintenant, on va parler du compte titre. Donc il y a quand même quelques différences à marquer entre le PEA et le compte titre, tu vas le voir. Donc un compte titre, c'est quoi? C'est tout simplement un compte bancaire qui va te permettre d'investir en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale dans plusieurs valeurs mobilières. Alors dans le PEA, c'est le plan d'épargne en actions. Donc tu investis dans des parts d'entreprises françaises et européennes. Sur le compte titre, c'est beaucoup plus large. Tu peux investir dans des actions, tu peux investir dans des obligations, tu peux investir sur des matières premières, sur des métaux précieux, tu peux investir dans des produits dérivés, sur des CFD, etc., sur des trackers, sur des ETF. Il y a beaucoup de choses que tu peux être capable de faire avec un compte titre que tu ne seras pas capable de faire avec un PEA. En plus de ça, le compte titre, c'est ouvert à l'international. Tu peux investir dans des entreprises bien évidemment françaises, européennes, mais également aussi à l'étranger. Aux États-Unis, en Chine, en Inde, dans les pays en voie de développement, etc., etc. Donc en France, finalement, qui a la capacité d'ouvrir un compte titre? Donc toutes les personnes qui sont majeures, donc qui ont plus de 18 ans, qui sont soit de nationalité française et ou résident fiscal français. Donc il faut soit qu'on soit résident fiscal français ou de nationalité française, si possible les deux, ça sera plus simple, mais également il faut qu'on soit majeur, donc il n'y a pas vraiment de grosses barrières à l'entrée. Ce qu'il faut savoir là, c'est plutôt au niveau de la fiscalité parce que c'est un peu plus complexe que ce qu'on a pu voir juste avant avec le PEA. Parce qu'il y a plusieurs options qui peuvent se présenter à nous. Alors, par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le compte titre, on est sujet au prélèvement forfaitaire unique. Peu importe la nature des gains qu'on va pouvoir faire, que ce soit des intérêts, que ce soit des dividendes ou des plus-values classiques avec des gains par exemple sur certaines actions sur lesquelles on aura pu investir. Et donc sur ce prélèvement forfaitaire unique, on est toujours composé de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% d'impôts au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc
Ça, c'est si jamais je décide par exemple d'investir 3000 euros sur mon compte titre, j'investis dans des actions, et puis à un moment donné, ça se transforme en 5000 euros. Si jamais je veux retirer des bénéfices et si jamais je veux vendre mes actions, bah en l'occurrence, là derrière, je vais être imposé sur les 2000 euros de bénéfices que j'ai pu faire, sur mes 2000 euros de plus-value, et là à l'intérieur, je devrais payer 30% de PFU, donc de prélèvement forfaitaire unique, composé donc de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. L'avantage de cette option de base, c'est que derrière, on a un traitement fiscal aussi sur les moins-values. Parce que là, on parle des plus-values, et c'est l'objectif, bien évidemment, de gagner de l'argent, mais il arrive quelquefois qu'on fasse des moins-values. Ça arrive, hein. Le marché, il est quand même volatile, il est même quelquefois cyclique, donc quelquefois on peut gagner de l'argent, quelquefois on peut être en perte au niveau de notre portefeuille. Et donc là, on a un traitement fiscal des moins-values, ce qui n'est pas forcément le cas avec le PEA. Et vous allez voir qu'il y a quand même des points intéressants à avoir en tête, parce que vous vous souvenez ce que je viens de vous dire au niveau de cette première option, qui permet de payer des impôts donc sur les plus-values qu'on fait, mais si à un moment donné, on arrive à la fin de l'année fiscale et qu'on se rend compte que notre portefeuille est en perte, en réalité, on va pouvoir valider ces pertes, c'est-à-dire qu'on va vendre nos actions qui sont en fait en négatif, ou en tout cas les parties de notre portefeuille qui sont en négatif pour pouvoir valider vraiment fiscalement ces pertes-là. Et donc derrière, si on a fait des plus-values sur d'autres portefeuilles, sur d'autres comptes titres, on va pouvoir soustraire de nos plus-values les moins-values qu'on a pu valider là à l'instant avec l'exemple que je vous ai donné. Ça, c'est quand même super intéressant. Parce que imaginons que j'ai deux comptes titres. J'ai un premier compte titre où j'investis 3000 euros, je fais 2000 euros de plus-value, donc c'est un portefeuille qui fait 5000 euros. Et puis là, il y en a un autre où j'investis 3000 euros et puis à la fin de l'année fiscale, je me retrouve avec 1000 euros. Donc il y en a un, j'ai fait 2000 euros de plus-value, il y en a un autre, j'ai fait 2000 euros de moins-value. On fait la somme des deux, ça fait finalement que j'ai fait aucune plus-value. Je me retrouve avec zéro, donc je ne paye pas d'impôt. En tout cas, cette année, je ne paye pas de prélèvement forfaitaire unique parce que mes moins-values ont contrebalancé les plus-values que j'ai pu faire sur mon portefeuille. Il y a un autre cas de figure qu'on n'a pas pu évoquer ensemble, qui est celui lorsque les moins-values dépassent celles de nos plus-values. Dans ce cas-là, on a la possibilité d'imputer progressivement durant 10 ans consécutifs les moins-values aux éventuels impôts qu'on aurait dû payer au niveau du prélèvement forfaitaire unique sur nos plus-values, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc ça, c'est la première option. Je te répète, la première option, c'est juste l'option de base par défaut, où tu vas devoir payer 30% sur le prélèvement forfaitaire unique sur tes plus-values, sur tes intérêts ou sur tes dividendes, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux, mais tu as également aussi la capacité de pouvoir avoir un traitement fiscal au niveau de tes moins-values, donc soit c'est des moins-values qui ne vont pas dépasser tes plus-values et auquel cas du coup ça va réduire une partie de ton imposition. Si jamais tes moins-values sont nettement supérieures à celles de tes plus-values, tu auras la possibilité de pouvoir imputer progressivement durant 10 années consécutives les moins-values sur tes éventuelles plus-values pour diminuer tes impôts. Donc ça, c'est sur l'option 1. L'option 2, là cette fois-ci, elle ne s'adresse clairement pas à tout le monde, mais je vais quand même la présenter pour avoir une vision complète au niveau de cette vidéo. Cette option 2, c'est plutôt par rapport aux personnes qui vont avoir des salaires un peu plus modestes, notamment, et qui vont décider de choisir cette option fiscale pour avoir une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc ça, il faut le demander auprès du broker ou auprès de la personne à qui on aura souscrit finalement ce compte titre. Et donc dans ce cas-là, si jamais on souhaite choisir l'option 2 et on souhaite avoir une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, tous les revenus qui sont générés sur notre compte titre, ça va être ajouté à ceux de notre foyer fiscal en question. Donc tous les gains qu'on va effectuer sur notre compte titre, ça va être ajouté au revenu global et taxé dans notre tranche marginale d'imposition. Donc là, il faut que tu saches, en fonction de tes revenus, où est-ce que tu te situes au niveau de ta tranche marginale d'imposition. C'est pour ça que je vais te mettre un tableau à l'écran pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair. Et souvent, les personnes qui vont choisir cette option 2 sont des personnes qui vont avoir des revenus un peu plus modestes parce que, on va le voir, c'est plutôt intéressant de choisir l'option 2 pour les gens qui vont se situer sur la tranche marginale d'imposition inférieure ou égale à 11%. Au-delà,
l'option 1 de base de prélèvement forfaitaire unique à 30%, c'est là où ça va être quand même le plus intéressant. Donc dans tous les cas, il faut savoir, peu importe ce que tu vas choisir et peu importe ta tranche marginale d'imposition, les revenus de ton compte titre, ils seront toujours soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Ça, c'est super important. Et l'avantage de l'option 2, tu te souviens, sur l'option 1, c'est le prélèvement forfaitaire unique, et puis tu as la possibilité de pouvoir valider des moins-values, hein, et puis si tes moins-values sont importantes, bah, tu vas pouvoir les imputer pendant 10 ans consécutifs sur tes plus-values pour baisser ton imposition. Sur l'option 2, tu as également aussi des réductions d'impôts, mais ça ne va pas se faire de la même manière que l'option 1, ça va se faire à l'aide d'abattements. Donc tu as des abattements sur des dividendes, et tu as également aussi la possibilité d'avoir des abattements sur des plus-values potentielles. Donc sur les dividendes, pour avoir des abattements sur les dividendes, si jamais tu as choisi une fiscalité à l'impôt sur le revenu, bah, tu peux bénéficier d'un abattement de 40% sur les dividendes. Et en plus de ça, tu vas même pouvoir déduire la CSG avec un taux de 6,8%. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec cette option 2 que je t'ai évoquée tout à l'heure, au niveau des plus-values, tu as la possibilité de demander aussi un abattement si tu réponds à certains critères. Le premier critère, c'est si jamais tu as ouvert un compte titre avant le 1er janvier 2018 et que tu détiens des titres avant le 1er janvier 2018, avant le réforme de la loi Pacte et avant la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, tu vas pouvoir demander un abattement sur tes plus-values qui va être plus ou moins important en fonction de la détention, de la durée de détention de tes titres ou de tes droits de propriété. Donc si tu as des titres que tu détiens et que tu détiens avant le 1er janvier 2018, en fonction de la durée de détention, tu vas pouvoir demander un abattement qui va être plus ou moins important. Par exemple, ton abattement il va être de 50% du montant de la plus-value lorsque les titres ou les droits sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de cession. Donc si ça fait entre 2 et 8 ans que tu détiens ces titres et que tu avais ouvert finalement un compte titre et que tu avais acheté ces titres avant le 1er janvier 2018, bah, tu as la possibilité de pouvoir demander un abattement de l'ordre de 50% de la plus-value, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et cet abattement, il va passer à 65% si par contre la détention de ces titres que tu as, tu vas pouvoir déduire 65% du montant de la plus-value si tu détiens ces titres depuis au moins 8 ans. Donc soit tu as acheté des titres avant le 1er janvier 2018 et ça fait entre 2 et 8 ans que tu les détiens, tu vas pouvoir demander une réduction de 50% et avoir un abattement de 50% du montant de ta plus-value au niveau des impôts que tu vas devoir payer. Et enfin, bah, si ça fait plus de 8 ans que tu détiens ces titres-là, tu vas pouvoir demander un abattement de 65% sur le montant de la plus-value. C'est quand même plutôt intéressant. Enfin, je vais te mettre un tableau à l'écran pour que tu puisses y voir plus clair. Dans tous les cas, tout ce que je te présente là, c'est juste au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc soit on est sur l'option 1 avec le prélèvement forfaitaire unique avec 12,8% d'impôt sur le revenu que je t'ai évoqué tout à l'heure, soit on est sur l'option 2, et dans ce cas-là, bah, l'option d'impôt sur le revenu, ça va dépendre de notre tranche marginale d'imposition en fonction des critères auxquels on va répondre. Mais dans tous les cas, tu vas devoir payer les 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, c'est pas présenté sur le tableau, mais bien évidemment que ça sera utile et que tu devras les payer. Ça, c'est obligatoire. Et donc là, comme tu peux le constater à l'écran avec le tableau que je te présente, ce tableau, il est présenté d'une manière quand même assez simple et qui va synthétiser tout ce que j'ai pu t'évoquer depuis le début de cette vidéo. On a l'option 1 avec le prélèvement forfaitaire unique, on a l'option 2 avec l'impôt sur le revenu avec abattement éventuellement avec les tranches marginales d'imposition, et puis sur la gauche on a différents cas de figure, soit on va faire partie des personnes qui ont ouvert un compte titre et qui ont acheté des titres après le 1er janvier 2018, soit on fait partie des personnes qui ont acheté des titres avant le 1er janvier 2018 et auquel cas on va pouvoir avoir des abattements en fonction de l'année de détention de nos titres. Soit c'est moins de 2 ans de détention, soit c'est entre 2 et 8 ans de détention, soit c'est plus de 8 ans de détention. Mais comme tu peux le constater, là ce qui est représenté c'est uniquement encore une fois l'impôt sur le revenu, mais dans tous les cas tu devras soumettre les prélèvements sociaux, les 17,2% de prélèvements sociaux qui ne sont pas représentés dans cet écran. Là c'est juste au niveau de l'impôt sur le revenu. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans le premier cas de figure, dans le cas où on se retrouve dans le cas de figure des personnes qui ont acheté des titres après le 1er janvier 2018, qui ont fait des plus-values ou qui ont reçu des dividendes, ça va être intéressant pour eux d'opter pour l'option 2 d'impôt sur le revenu avec les abattements, dans le cas où on se retrouve dans les conditions avec une TMI
une tranche marginale d'imposition qui va être inférieure ou égale à 11%. On remarque que dans le cas où je me retrouve dans le cas de figure d'une personne qui a acheté des titres après le 1er janvier 2018, qui a souscrit à l'option 2 et qui a une tranche marginale d'imposition inférieure ou égale à 11%, soit on paye 0% d'impôt sur le revenu, dans le cas où on est sur une tranche marginale d'imposition à 0%, soit si on est à 11%, on paye soit 11% ou 6,6% contre 12,8% en fait sur l'option 1 avec le prélèvement forfaitaire unique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas où j'ai acheté des titres après le 1er janvier 2018, c'est intéressant pour moi d'opter pour l'option 2 dans le cas où je me retrouve avec une tranche marginale d'imposition qui est inférieure ou égale à 11%. Sinon, au-delà de ce niveau-là, je vais payer plus d'impôts sur le revenu. Donc, il vaut mieux que je puisse souscrire à l'option 1 de base avec le prélèvement forfaitaire unique. Ce qu'il faut retenir aussi dans le deuxième cas de figure, c'est que si je me retrouve dans les conditions de quelqu'un qui a acheté des titres avant le 1er janvier 2018 et qui décide d'opter par exemple pour l'option 2, ça va être intéressant pour lui de le faire, d'opter pour cette option 2, si jamais il est sur une tranche marginale d'imposition qui est inférieure ou égale à 11%, parce qu'on le voit à chaque fois, et dans tous les cas, on est sur un impôt sur le revenu qui va être plus faible que le prélèvement forfaitaire unique. Il y a un seul cas où ça va être plus intéressant pour les tranches marginales d'imposition plus élevées, parce que les abattements vont être plus importants. C'est dans le cas où on se retrouve dans les conditions de quelqu'un qui a acheté des titres avant le 1er janvier 2018, qui détient ces titres depuis plus de 8 ans, donc il a un abattement plus important. Et là, on voit que même si on est sur une tranche marginale d'imposition de 30%, on doit payer 10,5% d'impôt sur le revenu contre 12,8% d'impôt sur le revenu avec le prélèvement forfaitaire unique. Donc ce qui est quand même plus élevé avec l'option 1 que l'option 2. Donc pour récapituler ce que je t'ai dit, dans la grosse majorité des cas que tu aies acheté des titres avant ou après le 1er janvier 2018, dans la grosse majorité des cas, ça va être plus intéressant d'opter pour l'option 1 si on se situe dans des tranches marginales d'imposition qui sont supérieures à 11%. Si par contre on est dans des tranches marginales d'imposition qui sont inférieures ou égales à 11%, plutôt par rapport à des personnes qui vont avoir des salaires plus modestes, là ça peut être intéressant d'opter plutôt pour l'option 2, donc au niveau de l'impôt sur le revenu avec les abattements sur les dividendes ou également aussi sur les plus-values. Pour finaliser cette vidéo, je vais te parler des avantages, des inconvénients du PEA et du compte titre pour que tu puisses faire une synthèse et que tu puisses sélectionner celui qui va te correspondre le plus. Au niveau du compte titre, tu l'as compris, il y a quand même plusieurs avantages. Il y a beaucoup plus de choix. On peut investir dans des actions, dans des obligations, sur des matières premières, sur des produits dérivés, sur des CFD, etc. etc. Tu as de l'argent qui n'est pas bloqué, tu as une plus forte souplesse d'utilisation. Il y a des frais souvent qui sont plus faibles que sur un PEA. Et puis, il n'y a pas de plafond pour pouvoir envoyer de l'argent. Alors que pour le PEA, là, ça va pas être pareil. En général, tu es limité. Tu peux investir que sur des actions. Et en plus de ça, c'est des actions françaises et européennes. Tu es bloqué à 150 000 euros pour les PEA classiques, bancaires ou d'assurance. Ou pour le PEA PME, c'est 225 000 euros. Tu ne peux pas retirer ton argent avant 5 ans, sinon ça va entraîner la clôture finalement de ton PEA. Après 5 ans, tu peux décider de retirer de l'argent, ça ne va pas entraîner la clôture et tu auras des réductions au niveau de la fiscalité, notamment au niveau de l'impôt sur le revenu. Tu ne devras uniquement payer que les prélèvements sociaux de 17,2%. Mais les avantages pour moi du PEA, c'est comme je te l'évoquais tout à l'heure, premièrement la fiscalité, deuxièmement la simplicité d'utilisation. Le gros point noir qu'on a sur le PEA, c'est les possibilités d'investissement. On est uniquement limité aux actions et en plus de ça aux actions françaises et européennes. Donc si tu veux investir sur du S&P 500 ou sur des ETF ou des trackers spécifiques, tu vas pas forcément pouvoir le faire avec le PEA, ce qui limite quand même pas mal le champ des possibles. Si maintenant je dois te donner quelques exemples de compte titres ou de PEA, bien que je sois affilié avec aucune de ces plateformes, je m'en moque complètement, c'est juste des exemples et je te laisserai faire tes recherches de ton côté pour sélectionner là où les plateformes qui te correspondront le plus. Donc au niveau des comptes titres, moi j'en ai utilisé pas mal. Ceux que j'ai préférés, c'est premièrement DEGIRO et deuxièmement Interactive Broker. Les deux offrent pas du tout les mêmes possibilités d'investissement, les mêmes trackers, etc. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus chez Interactive Broker parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, mais c'est plutôt ouvert à ceux qui vont avoir un portefeuille plus important. Si toi, tu as un portefeuille plus modeste, sur DEGIRO, tu pourras rentrer, il n'y a pas de limite, alors que sur Interactive Broker, ils sont un peu plus chiants là-dessus. Sur les PEA, là pour le coup, tu as plus de possibilités.
Attention de ne pas ouvrir, enfin fais attention, mais fais attention de ne pas ouvrir de PEA ou en tout cas de regarder ce qu'on te propose si jamais c'est sur des banques physiques ou si c'est sur certains contrats d'assurance, parce que souvent c'est pas du tout compétitif avec ce que tu vas pouvoir retrouver sur internet et au niveau de certaines banques en ligne. Donc je t'inviterai de jeter plutôt un coup d'œil, surtout au niveau des frais. Auprès de banques en ligne comme Boursorama, Fortuneo, etc. Il faudra jeter un coup d'œil sur aujourd'hui les possibilités qui se présentent à toi et puis ce qui est le plus intéressant pour toi. Mais aujourd'hui, c'est clair que si tu veux ouvrir un PEA, ne le fais pas auprès d'une banque physique ou d'une compagnie d'assurance classique parce que souvent ils sont complètement hors jeu au niveau des frais et au niveau des propositions en fait de rendement ou des propositions qu'ils peuvent te faire sur ce genre d'outils. Donc sois quand même très vigilant. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers, je t'ai préparé un programme offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai directement le contenu dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. À bientôt.